Salut à tous et surtout salut à toi Max, tu es de retour parmi nous, bienvenue chez toi. Comment c'était ce petit séjour marocain? Écoute, c'était plutôt pas mal, mais je t'en parlerai un peu plus dans la planète vélo parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais je t'expliquerai quand même. Oh, une petite nuit à 2500 mètres quoi, quelque chose comme ça. Eh ben écoute, j'ai hâte d'y être, mais d'ici là, pendant ton absence, j'ai suivi pas mal les courses puisque tu pouvais pas le faire, donc j'ai fait ça pour deux. Et écoute, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Astana qui fait l'équipe XDS Astana qui fait parler d'elle, un gros carton rouge pour les organisateurs cette fois, et aussi des records du monde. C'est parti pour le GCN Show 236. Alors Max, est-ce que tu as suivi les résultats de l'équipe XDS Astana depuis ce début de saison? Bah écoute, oui, j'ai quand même pas mal suivi et je suis quand même assez étonné. Je pense que c'est grâce à leur vélo. J'ai l'impression qu'ils jouent un classement de folie, non, pour ce début d'année. Alors que niveau nom, il n'y a pas grand monde dans l'équipe. Et depuis que tu nous as présenté leur fameux vélo, qui avait fait d'ailleurs parler de lui quand même, en étant le premier vélo chinois assumé au sein du World Tour, ils ont effectivement brillé puisqu'ils sont tout simplement deuxième au classement UCI de la saison 2025, qui certes vient seulement de commencer, mais derrière les intouchables UAE Emirates qui ont déjà 7 victoires. Et alors Astana arrive à ce résultat sans pour autant avoir 2 victoires, eux, à se mettre sous la dent. Par contre, ils ont de nombreux top 10 et podiums. Est-ce que tu sais comment ça s'explique? C'est des échappées publicitaires, non? Eh bien non, pas du tout. En fait, ils sont, à la fin de l'année 2025, les licences World Tour seront remises en jeu à partir des résultats sur les 3 dernières saisons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Astana, même s'ils ont écrit l'histoire avec Mark Cavendish l'an passé, d'un point de vue purement comptable et points, ça ne rapporte rien, et c'est tout le sujet de ce débat. Mais du coup, pour rattraper un peu leur retard, ils ont recruté des data scientists, jusque-là ça va, pour essayer d'identifier sur quelle course ils peuvent aller marquer des points, le plus de points possible pour rattraper leur retard et espérer avoir une licence World Tour qui assure notamment la présence au Tour de France. Et ils appliquent cette stratégie en ce début de saison, mais d'une manière assez étonnante. Oui, parce que tu m'en as touché 2 mots avant de démarrer cette émission. Donc, tu m'as expliqué, hein, si je résume bien, hein, c'est qu'ils font la course pour mettre le maximum de coureurs qui prennent des points, mais la course, ils n'ont aucune chance de la gagner. Alors en fait, ils auraient des chances de la gagner, mais c'est pas leur objectif. Ce qui est un petit peu un non-sens total quand on parle de compétition. Mais pourtant, si tu gagnes la course, tu as plus de points. Et alors c'est là que le bas blesse, c'est là où le barème UCI est clairement à revoir, je suis évidemment pas le seul à le dire, parce que ce qui se passe, c'est que par exemple ce week-end, Astana, sur un groupe de 7 coureurs, avait 3 coureurs. Donc 7 coureurs se sont joués la victoire sur une course en Espagne, sur une course d'un jour, c'est important la précision. Et au lieu de chercher à gagner la compétition, donc à 3 contre 4 individualités, normalement, t'es bien parti. En tout cas, c'est vaut mieux dans cette situation-là que dans l'autre. Normalement, tu peux utiliser la stratégie d'équipe pour fatiguer les autres et gagner. C'est un peu l'idée. Bon, sauf si c'est Pogačar. En fait. Non, là, t'es coincé, mais Pogačar, justement, ne fait pas ce genre de course. Et du coup, ils n'ont pas réellement cherché à gagner, ils ont fait chacun leur sprint. Et du coup, ils font 3, 4, 5. Quelque chose comme ça. Ça leur apporte 180 points, le vainqueur a marqué 125 points. Donc effectivement, ils ont marqué beaucoup de points, et en fait, ils ont fait ça un peu tout au long de la saison, ce qui fait qu'ils ont déjà marqué énormément de points, alors même s'ils en ont beaucoup de retard. Mais c'est quand même, je trouve, très dommage de courir comme ça, parce que nous, en tant que coureurs, la première chose qu'on nous apprend, c'est en équipe, il faut qu'il y en ait un de l'équipe qui gagne, peu importe le résultat des autres. Bien sûr. Alors que là, l'équipe, finalement, ne gagne pas. Et ça me semble un petit peu problématique pour l'essence même de la compétition, en raison de... Si c'était l'état d'esprit de l'équipe, en soi, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais la raison est mauvaise, c'est qu'on cherche une licence, une place au Tour de France, mais s'ils vont au Tour de France avec des coureurs spécialistes de ces courses de niveau, disons, intermédiaire, et qui ne font rien au Tour de France, c'est un peu gâché finalement, quoi. Mais ça me fait un peu penser à cette équipe féminine qui était arrivée sur le Tour de Femmes, Tour de France féminin l'an dernier, où dès la première étape, il y avait eu 3 ou 4 abandons. Et en fait, on avait vu qu'au niveau du barème UCI, elles avaient fait notamment tout leur championnat national, qui était le championnat... Nation émergente du cyclisme. Ouais, voilà, un petit pays de vélo. Et du coup, en fait, vu que sur les 10 premières du championnat national, elles étaient 8 de l'équipe, elles avaient eu assez de points pour participer du coup au Tour de France. Mais au niveau du barème, du coup, qu'est-ce que ça donne? Parce que une victoire sur un Tour de France, bon, ça rapporte énormément de points, ça on est sûr. Une victoire sur une classique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur le barème? Eh bien alors, sans être le data scientist de l'équipe XDS Astana, je me suis penché sur le barème qui est assez compliqué, puisqu'il y a course d'un jour, course par étape, donc les étapes des courses par étape évidemment, certains classements annexes sur
que les très grandes courses. Pareil, si tu gardes un milieu de leader, par exemple, sur le Tour de France, ça te fait quelques points, mais c'est pas grand-chose et c'est tout le problème. Et du coup, ensuite, il y a 3 classes. Donc, World Tour, classe point pro et point 1. Et dans les World Tours, il y a encore les courses historiques, donc les monuments, typiquement, et les grands tours, et le Tour de France encore dessus. Donc, il y a vraiment presque chaque course à son barème, ou pas loin. Ok. Et en fait, ce qu'on remarque, alors pour pas dire de bêtises, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de points de différence, donc je les ai sous les yeux. Alors effectivement, gagner le Tour de France, gagner un grand tour, c'est énormément de points. Alors Astana a beaucoup de retard, c'est clair qu'il leur faudrait gagner presque 3 Tours de France pour rattraper le retard. Donc ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, en fait, chercher à marquer des points sur les grandes courses et qui plus est en les gagnant, ben, c'est quasiment impossible. Gagner la moitié des étapes des grands tours, ça concerne 2 équipes. Okay. Bah après, ça concerne Pogačar et une autre équipe, quoi, en gros, globalement. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que remporter les grandes courses, certes, ça rapporte beaucoup de points, mais c'est aussi ce qui est le plus difficile à faire et qui, en plus, est trusté par entre 3 ou 4 équipes. Tu as finalement toutes les courses World Tour d'une semaine, étapes comprises. Et du coup, c'est pas du tout rentable pour une équipe comme Astana, par exemple. Et donc, on a des équipes qui sont un peu spécialisées et des coureurs qui se spécialisent dans cette chasse aux points. Et ce qui rapporte le plus de points, c'est les courses d'un jour point pro, notamment les courses. Alors, en ce moment, c'est les courses de préparation en Espagne. Il y en a 4 par semaine. Après, un peu plus tard dans la saison, il y aura tout un ensemble de kermesses belges, de choses comme ça, qui sont en fait très du mercredi, tu veux dire. Bah, par exemple, exactement, et qui rapportent énormément de points. Mais finalement, après, c'est des équipes qu'on verra peut-être pas au Tour de France. Et moi, j'en viens à un autre problème, c'est que le Tour de France cette année, Pogačar a gagné beaucoup d'étapes. Et après, il y a 4 équipes qui ont gagné, pour moi, 4 des plus belles étapes de l'édition de l'an passé. On parle de Romain Bardet, Kevin Vauquelin, Anthony Turgis et j'ai mis Victor Campenaerts parce qu'il était à la Lotto Destiny. Et en fait, c'est 4 équipes qui sont à la lutte contre Astana. Bien sûr. Pour les places en World Tour, donc c'est les 18 meilleures équipes au bout des 3 ans, mais il y a aussi 19 et 20e place, où alors là, c'est un peu le jackpot. C'est-à-dire que tu es automatiquement invité aux courses World Tour, sans être obligé d'y aller. Ah oui, donc, un peu comme l'était Alpecin à un moment. Et bah exactement, avant qu'il passe un cran. Et Alpecin est un excellent exemple, parce que c'est une équipe qui a cherché à développer des talents. Alors Tim Merlier avant, puis Philipsen, puis Van Der Poel. Van Der Poel est dans cette équipe depuis toujours, même si ça a changé de nom, de dimension, etc. Mais ils se sont toujours focalisés sur la victoire et pas sur la course World Tour. Alors eux, ils comptaient sur Van Der Poel pour avoir les invitations, mais qu'ils ont eu. Et du coup, finalement, c'est une équipe qui, aujourd'hui, a gardé cette culture de la gagne énormément de courses et une des meilleures du monde. Et en fait, si on a l'an prochain Astana au départ du Tour, épuisé par la chasse aux points et qui ne cherche pas à briller plus que ça au Tour de France, puisque de toute façon, ils ont leur licence pour 3 ans et qui vont chercher à marquer des points plutôt qu'à briller sur le Tour, on va se priver d'équipes qui sont à la lutte comme DSM, Romain Bardet, Vauquelin, Arkea, etc. Et alors que c'est ces équipes-là qui font vivre le Tour de France en plus de Pogačar. C'est ces équipes-là qui nous font vibrer, qui nous donnent de l'espoir. Et en fait, on se retrouve à un Kevin Vauquelin qui va peut-être changer d'équipe parce que son équipe ne sera pas invitée au World Tour, alors que c'est au sein de cette équipe qu'il a grandi, développé et a obtenu son plus beau succès, le Tour de France. Donc en gros, tu es en train d'expliquer que les équipes qui n'ont pas de panache, mais qui jouent la chasse aux points, peuvent avoir des coureurs comme Kevin Vauquelin, qui courent dans une équipe qui a plus de panache, mais qui n'a pas assez de points. C'est quand même assez triste, mais après, Arkea, ils ont Arnaud Démare qui va peut-être cocher tout un tas de courses. Alors cette année. Alors en fait, Arkea est un excellent exemple, puisqu'il y avait Clément Champoussin, qui était un bon coureur de Coupe de France, de choses comme ça, des courses qui marquent des points, qui est allé où, je te mets dans le mille, XDS Astana. Et qui est un des coureurs prolifiques de l'année au sein de l'équipe kazakh de ce début d'année. Donc c'est exactement ce genre de schéma qu'on veut pas faire. Demar, je pense que c'était un peu un pari pour aller gagner quand même des grandes courses, qui marche peut-être pas, mais qui du coup, s'il se recycle, par contre, recycle c'est un bien grand mot en parlant d'un champion comme Arnaud Demar, mais s'il se refocalise sur des courses intermédiaires, typiquement là, ça peut être une arme très importante pour Arkea dans cette chasse au point. Bref, j'espère que l'UCI va revoir sa façon d'attribuer ses licences World Tour, que le mérite rentrera un peu plus en compte que cette chasse au point, parce que cette chasse au point, c'est aussi ce qui crée, et on arrivait au Tour de la Provence, mais c'est aussi ce qui crée du danger sur certaines courses qui ne sont pas dimensionnées pour avoir trop de coureurs et trop d'enjeux au départ de la compétition. Nous, ce qu'on veut en tant que spectateur, c'est de la bagarre sur toutes les courses. Quelque part, cette remise à niveau et cette qualification tous les 3 ans, ça permet d'avoir un collectif qui pendant 3 ans, au moins 2 ans, construit, vise peut-être des victoires, et pendant 1 an joue un peu sa survie. Et c'est peut-être pas le meilleur modèle, ça c'est clair, parce que la preuve c'est que ça dynamise beaucoup trop la dernière année au niveau des
course moyenne et accessible pour des équipes un peu en deçà entre deux, quoi. Des super types, on va dire. Mais d'un autre côté, ça ajoute peut-être un peu plus de piment. Et en ce début d'année, niveau piment, on est quand même assez servi. C'est vrai. On est assez servi au niveau des chutes aussi. Ça, par contre, c'est un peu le mauvais, côté. En fait, avoir sa licence sur 3 ans et basé sur les résultats, ça en soi c'est très bien, et pas sur l'argent, etc. Ça c'est très bien. Par contre, il faudrait réussir à remettre un petit peu d'équité et d'équilibre, et surtout reprioriser la victoire et les grandes compétitions, et essayer d'une manière ou d'une autre de garder le panache et l'essence de la compétition qui est d'aller gagner la compétition, gagner la course au centre des débats. Écoute, on en a déjà beaucoup parlé, je vous fais confiance pour nous dire votre avis sur la question et on passe à la planète vélo parce qu'il faut que tu nous racontes quand même l'essence de ta compétition d'ultra-distance. Eh ben, écoute, si tu veux qu'on attaque par la planète vélo et mon petit séjour marocain, écoute, c'était la course d'ultra-distance la plus rapide de ma vie. C'est-à-dire que je suis parti à 18h, à 10h30 le matin, j'étais déjà en train de manger en tagine et en train d'abandonner. La faute est tout simple, hein. Bon, du coup, j'ai été pris d'une petite respiration un peu courte. À partir de 6h le matin, quelques palpitations avant, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu de ma vie. Du coup, ça m'a forcé à abandonner parce que je ne savais pas ce que j'avais. Et ça m'a forcé aussi à aller faire 2-3 contrôles médicaux, tu vois, je te montre un peu l'intérieur de Maxime. Sur GSN en français, on en apprend vraiment... Attends, mais je veux voir ça avec plus de précision. Oui, bien sûr, on va montrer. Et donc finalement, c'était une bronchite qui s'est révélée un peu plus agressive que ce que je pensais. On peut la voir ici sur la radio, en espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise non, mais le médecin a dit n'importe quoi dans les commentaires. Et du coup, je vais encore en faire un petit test à l'effort pour vérifier le cœur, même si mon médecin l'a déjà contrôlé. Et après, je vais pouvoir repartir plein gaz. Mais on sait que tu as du cœur et que surtout tu as cœur à rebondir. Et surtout l'an prochain, parce que là, grosse frustration quand même. Oui, je me doute qu'aller jusque là-bas pour juste faire une nuit, c'est pas génial, quoi. Ça aurait été sympa uniquement en vacances, le Maroc. Là, en course, c'est un peu frustrant, mais ça fait partie des apprentissages. C'est la première fois que j'abandonne sur une course comme ça. Donc, il faudrait qu'on fasse un show sur comment on abandonne en plein milieu de l'Atlas pour revenir en milieu de la nuit. Au Maroc, c'est hyper facile. T'appelles, tu vas à la gare des taxis, tu dis bonjour, je veux aller là-bas, tu donnes 200 dirhams. Et t'as toujours quelqu'un qui va finir par charger ton vélo sur le toit de la bagnole. Donc ça, c'est hyper facile. Bon voilà, tu vois, je pensais qu'il n'y aura pas de vidéo finalement, ou alors un short. On aura... Je mettrai 2-3 réels, mais pas plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la planète vélo au niveau international, Louis ? Eh bien écoute, aujourd'hui même est dévoilé le nouveau liquide tubeless, le préventif tubeless de chez Silka, notre partenaire. Alors, la nouveauté sur ce produit, c'est qu'il sera injectable en seringue. Aujourd'hui, il y avait une formule à 2 versions, c'est-à-dire un premier, quand on installe le pneu neuf sur la roue, avec des fibres de carbone dedans. Qui se voyait même quand tu mettais. Alors, particulièrement efficace pour reboucher, certes, mais qui n'était pas possible de mettre à la seringue. Donc, il fallait laisser le pneu ouvert, laisser couler. C'était capable de boucher la valve. Et oui, c'est tellement efficace que ça bouche. Et ensuite, il y avait un replenisher, donc un supplément, un complément plutôt, qui lui était métable à la seringue, parce qu'une fois que le pneu est bien claqué, c'est quand même dommage de venir l'enlever, et puis parfois difficile surtout. Et donc là, ce serait la combinaison finalement des deux. Donc en plus d'une formule évidemment améliorée, ce serait une combinaison qui permettrait d'avoir le confort et la facilité d'utilisation de la seringue avec l'efficacité du premier liquide qui fait l'étanchéité notamment. La seringue qui est l'outil parfait pour pouvoir utiliser du liquide tubeless, parce que clairement on en fout de partout. Par contre, je t'ai vu quand même assez grincheux ce matin. T'avais un petit carton rouge comme ton t-shirt à nous parler, à nous dévoiler là. Non, j'ai un énorme carton rouge, Maxime, s'il te plaît. Oui, tout simplement, et c'est les organisateurs du Tour de la Provence, vous pouvez sans doute voir les images, avec une arrivée, alors une édition avec beaucoup de sprints, et une arrivée promise aux sprinteurs le dernier jour, et un dodan à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Donc on rappelle, un sprint massif en compétition, c'est à peu près 70 km/h. En plus, ça a l'air d'être presque descendant. Je vous laisse imaginer prendre un dodan à 70 km/h. Donc déjà en voiture, c'est mort. En vélo, c'est pas beaucoup mieux en fait. Et donc le pauvre Pascal Ackermann, en train de lancer son sprint, a tout simplement pris un trou de la hauteur d'un dodan. Je veux pas dire d'un dodan dans le sud, ce serait peut-être faire des clichés, mais en tout cas, il s'est pris un dodan à 70 km/h, à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et ça, c'est inadmissible et c'est criminel. Clairement, on ne peut pas tenir responsable les organisateurs de BSH du comportement d'automobilistes. Tout simplement, on peut pas, voilà. Et faire là, une route qui n'est pas sécurisée pour quoi là, au niveau de l'infrastructure. Là, par contre, sur le Tour de la Provence, c'est 100% les organisateurs. Le dodan, il est pas neuf.
Donc, qu'est-ce que ça coûtait de faire l'arrivée 500 mètres plus tôt ou 500 mètres plus tard? Parce que c'est différent de prendre un dos d'âne au train assis qu'en danseuse en train de tout mettre pour essayer de gagner la compétition. Donc, c'est absolument inadmissible et je trouve que c'est presque passé inaperçu par rapport à Bessèges. Mais voilà, immense carton rouge, vous l'aurez compris. Bon, niveau Visma Lease Bike, il paraît que Matteo Jorgensen est sorti un peu dans les... Eh ben écoute, j'aime bien ce coureur parce que régulièrement il nous livre vraiment ses objectifs. On avait parlé du fait qu'il avait refusé d'être leader sur le Giro d'Italia par exemple, ne se sentant pas prêt. Et là il a dévoilé un petit peu la tactique, c'est-à-dire qu'il espère devenir suffisamment fort pour forcer Tadej Pogacar à devoir rouler contre lui. Et ainsi, un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'équipe Astana, et ainsi permettre à son leader Vingegaard de contrer Pogacar, et ainsi, un peu une double lame, réussir à battre le Slovène. Tout simplement la technique qu'ils utilisaient quand ils avaient Primož Roglic dans le collectif, clairement. Rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau sous le soleil, simplement, voilà, c'est Jorgensen qui veut prendre ce rôle et qui dit à demi-mot qu'en fait Pogacar est imbattable en 1 contre 1 hein, finalement. C'est aussi avouer ça, il dit pas je veux rouler le plus possible pour aider Vingegaard, non, il dit il faut qu'on s'y mette à 2 pour battre Poggi. Là aussi c'est pas vraiment un scoop. C'est pas vraiment un scoop. Au niveau des femmes, le duel entre Vollering et Van der Breggen, ça on est où ça? Petit contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi, alors l'ancienne numéro 1 mondiale Van der Breggen est passée il y a 2 saisons maintenant directrice sportive au sein de la meilleure équipe du monde, la SD Works, équipe au sein de laquelle on retrouvait Demi Vollering, qui est devenue la numéro 1 du monde, la numéro 1 du monde. Jusque-là, tout se passait comme ça peut se passer. Et l'an passé, Van der Breggen a annoncé qu'elle reprenait la compétition au sein de l'équipe SD Works et qu'elle ne prolongerait pas, cette équipe, le contrat de Demi Vollering. S'en est suivi un Tour de France avec moult quiproquos au sein de collectif. Stratégie. Un peu le vide a été fait à SD Works. Marlène Reusser a été virée également. Elle est maintenant à Movistar et qu'elle veut gagner le Tour de France. Donc on va se retrouver avec une guerre entre SD Works et ancienne SD Works. Et on a eu la première confrontation pour leur rentrée à Valence. Et je suis assez content, je dois dire, victoire assez écrasante de Vollering. On a cru qu'il allait avoir un duel et en fait. Vollering française. C'est surtout ça bien sûr qui a gagné. Donc la première étape et le général. J'ai pas regardé, il me semble qu'elles ont fait le col de Rad, j'ai pas regardé le chrono. Mais ça montait vite. Ne regarde pas. Non, ça montait vite. Voilà. Alors cela dit, il faut pas brûler la peau de l'ours avant d'avoir vendu le poisson. Parce que c'est quand même bien, Van der Breggen, ça fait 2 ans qu'elle a pas couru, elle va faire 3e en ayant tenu tête à un moment à Vollering. Ça montre que quand même il faudra compter sur elle et peut-être que le duel le plus excitant de l'année, le plus haletant de l'année, peut-être ce sera bien, comme je le dis souvent, sur le cyclisme féminin. Bon, et au niveau des news, je vois qu'après 5 saisons, la Coupe du Monde, la Coupe des Nations va de nouveau s'appeler la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pas déjà le classement UCI? C'est encore quelque chose. Non, alors j'aurais dû préciser, pour moi c'est évident. Qui a gagné l'an dernier? Là, on parle en fait de cyclisme sur piste. Ok. Et on parle surtout de l'UCI. Alors on devrait faire entériner le fait qu'il y ait une rubrique spéciale UCI toutes les semaines dans le show parce que finalement, quand on n'a pas d'idée, on va chercher ce qui s'est passé sur le site de l'UCI et on n'est jamais déçu. Donc de temps en temps, ils ont un peu sans doute de temps à perdre, il faut bien le dire, puisque le naming est passé de Coupe du Monde à Coupe des Nations pour revenir à Coupe du Monde. Okay. Alors, je prends les paris aujourd'hui devant vous, dans 5 ans, ça va revenir Coupe des Nations ou Coupe internationale où ça rechangera. Donc voilà, parce que cette année, il n'y a qu'une seule manche qui est organisée, c'est quand même très triste et surtout très dangereux pour l'avenir de la discipline. Ça, on s'en rend pas assez compte, qu'il y a une vie entre les Jeux Olympiques en fait. Et donc, ils rappellent Coupe du Monde et ils aimeraient trouver des organisateurs qui signent des contrats pour 3 saisons, ni plus ni moins que ce qui se fait dans tous les autres sports, de façon à essayer d'entériner un calendrier un peu fourni pour permettre aux coureurs de courir. Rien à voir, mais niveau piste, la Track Championship, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer le. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à la Track Champions League. Rappelons par contre que c'est sur sélection et que c'est des formats qui sont. Alors, c'est des formats qui sont à moitié spectacle, à moitié compétition. Donc, ils sont pas du tout les formats qu'on retrouve en championnat ni aux Jeux Olympiques. Un peu comme les critériums. Alors, c'est des critériums, mais vraiment, il n'y a pas de contrat. C'est la prize money, donc il faut absolument. Donc, celui qui gagne à la pédale. Oui, c'est une vraie compétition. On vous laisse rêver sur les critériums, mais voilà, nul n'est dupe. Et du coup, la Track Champions, c'est vrai que c'est dur à dire. Tu vois, la TCL est dure et fait beaucoup de bien au cyclisme, et notamment permet aux coureurs d'avoir un peu d'argent et de continuer à courir, certes, mais il faut aussi des courses avec, pour le coup, de l'enjeu, pour le coup, une sélection au championnat du monde et des formats de championnat.
Bah, tu vois, si tu y étais, toi, à la TCL, je regarderais. Je vais leur dire comme ça, si vous voulez gagner des abonnés au Fast Club et à Max Prieur, il faut m'inviter à la TCL. Donc, on reste dans la télé parce que tu as vu une news passer de chez Netflix. Et apparemment, la série Netflix sur le Tour de France, qui va dévoiler sa 3e saison juste avant le Tour de France de cette année, n'aurait pas repris le tournage pour l'année d'après, l'année prochaine. Donc, pas de série sur le Tour de France 2025. Ouais, voilà. Apparemment, ça serait sur une faute d'audience assez forte en France. Donc, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai que ça a fait vraiment... ça a promu, on va dire, le cyclisme pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne suivent pas. Mais le fait que ça s'arrête, c'est un peu décevant. Est-ce que c'est arrêté pour mieux revenir? C'est possible. Dites-nous, vous, si vous avez regardé toutes les saisons, est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, finalement, c'est un spectacle que j'aimais bien à regarder. Mais peut-être que j'étais trop influencé par ce que je connaissais, un peu comme beaucoup moins que toi, Louis, mais que toi tu connais plus les détails et du coup t'étais un peu frustré par le changement. En fait, ça m'a fait un peu l'inverse effectivement. La première saison, ça m'a un peu fait tiquer parce que des fois clairement ils assemblent 3 étapes pour en faire une. Mais en fait, une fois que j'ai passé ça et que je l'ai pris comme tu l'as dit comme un spectacle et juste du plaisir de regarder du vélo vraiment en embarqué, en fait j'aimais beaucoup et non, je serais déçu si ça revient pas à un moment donné et si l'information s'avère exacte parce que pour l'instant c'est pas confirmé par Netflix soi-même. Bon, écoute, nous on croise les doigts, mais écoute, si ça s'arrête. Dites-nous en commentaire vous si vous êtes prêt à le défendre ou pas, ou si c'était savoir si on fait une pétition, un coup dans le vide. On continue? Oui, on a parlé de quelques courses, donc on va passer aux résultats rapidement. Allez, je me lance puisque je vous ai parlé de Demi Vollering qui a gagné donc la première étape et le général du Tour de Valence féminin devant Reusser et Van der Breggen. C'est un podium 100% SD Works mais sur 2 saisons. Avec des victoires d'étape pour donc Vollering, Bredevold 2e étape, SD Works toujours, et ensuite les 2 dernières étapes pour Elisa Balsamo de l'équipe Lidl Trek. Donc du beau monde quand même sur la course espagnole. Et en France, on a vu le retour en forme de Mats Pedersen qui défend son titre et remporte une étape au Tour de la Provence donc. Et Sam Bennett, l'Irlandais, revient en grande forme pour sa 2e saison au sein de l'équipe française des Kelton Jeux mondial avec les victoires des première et dernière étapes. Plutôt pas mal. Ouais. Allez, j'enchaîne. Puisqu'il y avait les championnats d'Europe sur piste et une excellente nouvelle avec le titre en vitesse par équipe pour Timmy Gillion, Ryan Elal et Sébastien Vigier. Et d'ailleurs, les sprinteurs ne se sont pas arrêtés là, puisque Ryan Elal a remporté le bronze sur la vitesse individuelle, alors que Tom de Rache a remporté le bronze sur le Kirin, lui, avec Seb Vigier qui était également dans la grande finale. Ça fait beaucoup de bien de revoir les sprinteurs sur le premier plan et de montrer que les Jeux étaient peut-être sans médaille, mais ça n'enlève rien à leur niveau et ça fait plaisir de les voir tous à ce niveau-là, surtout qu'il y a des nouveaux médaillés comme Timmy ou Tom de Rache qui sont pas les cadres que sont Elal ou Vigier. Donc ça c'est cool. Et l'endurance, ça fait un petit peu pas le figure en revanche. Pour une fois, sauvé par la médaille de bronze de Marion Boras et qui également récolté le bronze en Madison, associé à Victor Berthaud. On a vu 2 records du monde également. Ah bon? Ouais, alors j'ai essayé d'aller encore plus vite qu'elle pour pas vous tenir la jambe trop longtemps, mais Anna Morris, l'anglaise, a battu le record du monde de la poursuite individuelle en 4 minutes 25, 874 pour faire 4 km à la moyenne horaire de 54,5 km/h. Départ arrêté? Oui, départ arrêté. Et Haiti Van de Voove, je te prends à partie pour la prononciation, battu elle le record du monde du kilomètre, donc chez les femmes aussi, en 1 minute 04 697 à la moyenne horaire départ arrêté de 56,3 km/h. C'est monstrueux. Bon, écoute, moi, ça l'est, c'est pour ça que je voulais en parler. Je reprends mon entraînement maintenant que j'ai fini ma course d'ultra-distance et dès mercredi, du coup, on aura le ride collectif sur Zwift avec Simon Richardson, l'anglais iconique de chez GCN Angleterre, du coup, un des créateurs de la chaîne. Donc c'est mercredi à 19h30. Et dès ce week-end, sur la chaîne anglaise aussi, vous aurez la 2e vidéo de la Zwift Academy pour savoir qui sera le prochain Jay Vine ou tout simplement le vainqueur de la Zwift Academy qui rentrera dans une équipe pro l'an prochain. Ça peut être intéressant, pourquoi pas une belle surprise, un moteur énorme qui pourrait aller ça sans aucun doute des étapes ou des contre-la-montre, on verra. Et quelqu'un dont on pourra se moquer pour les chutes comme Jay Vine aussi? Non, j'ai pas envie de ça. Non, moi non plus. Non. Mais en tout cas, c'est un beau spectacle. 4 hommes, 4 femmes, un contrat à la fin, enfin un contrat pour chaque à la fin. Ouais. Toujours intéressant à voir.
Et ben écoute, c'est tout pour ce show. C'était un plaisir de vous retrouver, de te retrouver, Max. Vous inquiétez pas, je prends soin de lui et je lui fais des petites infusions pour ses poumons. Je serai là la semaine prochaine. Comme ça, il sera en forme la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.